Le journaliste Bourdin a fait fantasmer un nombre considérable d'hommes politiques, d'intellectuels, d'économistes, d'analystes et j'en passe vaccinal. Question pour un champion. Quel est le point commun entre toutes ces personnes ? Simplement le souhait ardent et dévorant que leur notoriété s'accroisse par la seule grâce du passage chez Bourdin. Ce passage était une sorte de consécration, une sorte de légion d'honneur dont on pouvait parler ensuite pendant des années. Le « je suis passé chez Bourdin » provoquait immédiatement une admiration définitive, une adulation irrépressible. Passer chez Bourdin. Passer chez Bourdin. Passer chez Bourdin. Ou alors avec la plus fausse modestie qui puisse exister. Je suis passé chez Bourdin. Tiens, tu prends un pot avec moi ce soir ? Passer chez Bourdin. Et pourtant, aux rages, au désespoir, aux horribles infamies, il ne sera désormais plus possible de passer chez Bourdin, car le Bourdin vient d'être démissionné sans ménagement de ses fonctions de journaliste chez BFM TV et chez RMC. Tout cela parce qu'une femme a porté plainte contre le journaliste pour une agression sexuelle présumée remontant à une dizaine d'années. Pauvre Bourdin, pauvre misère, comme aurait chanté Georges Brassens. Elle aurait pu porter plainte plus tôt, la gosse, quand même, attendre toutes ces années. Les avances de Bourdin à cette femme sont dûment consignées dans la plainte que celle-ci a déposée. Et il ne nous appartient évidemment pas de porter le moindre jugement sur cette affaire. Une plainte est déposée, elle émane de la victime, l'accusé doit répondre à l'accusation, la justice doit trancher. Tant que la justice ne s'est pas prononcée, la présomption d'innocence est totale et doit générer un comportement exemplaire de votre chroniqueur préféré autoproclamé, comme de la plupart des membres de la société. Bourdin, jusqu'à nouvel ordre, est considéré comme innocent. Or, nous avons assisté avec effarement à une exécution en direct du journaliste par Valérie Pécresse lors d'une émission grand public concernant sa candidature à l'élection présidentielle. Pécresse a démarré cette émission par une déclaration inouïe, se transformant en procureur implacable, en une sorte de Saint-Just en culotte courte, ou plutôt en une sorte de citoyenne patriote sans culotte, attaquant frontalement un Bourdin tétanisé et donnant donc à son émission une tournure moralisatrice abracadabrantesque. Pourtant, la candidate avait en son temps soutenu envers et contre tout un élu républicain actuellement en prison pour agression sexuelle avérée. Madame Propre peut afficher des propretés variables. Dans de telles conditions, BFM TV et RMC ont emboîté le pas et remercié sans ménagement leur journaliste vedette. Oui, mais moi, je voulais passer chez Bourdin, quelle guigne! Une fois de plus, les élites du système se sont arrangées entre elles pour exécuter en bonne et due forme un très loyal serviteur devenu soudainement encombrant. Et du coup, quick! Plus de passage chez Bourdin pour votre chroniqueur. Comment voulez-vous que je ne trouve pas insupportable un tel système politico-médiatique? Je vous souhaite quand même une très bonne soirée. Le scandale extraordinaire qui secoue actuellement le monde des EHPAD fait véritablement froid dans le dos. Car enfin, le soin que chacun d'entre nous et que la société tout entière doit apporter aux personnes âgées est un impératif absolu, non négociable, définitif. Nous savions tous, depuis longtemps, qu'un nombre important de maisons de retraite n'accompagnent pas, comme il le faudrait, les personnes âgées qui leur sont confiées. Nous savions également que le traitement Covid dans les EHPAD fut souvent catastrophique. Mais que les pratiques du groupe Orpea, leader mondial dans son secteur, gérant en France 350 maisons avec 25 000 salariés, que les pratiques de ce groupe soient soudain dévoilées par un livre documenté révélant la situation réelle de ce qui se passe dans les maisons du groupe Orpea, tout cela glace littéralement le sang.
Orpea était déjà sur la sellette depuis plusieurs années. Maltraitance, malnutrition, absence de soins, absence d'accompagnement, personnel mal formé, personnel insuffisant et tant d'autres choses encore. Tout cela se disait, s'écrivait, mais cela n'allait pas plus loin. Il a fallu qu'un livre sorte pour que le système Orpea tremble sur ses bases. Ce groupe richissime, qui enrichissait considérablement ses actionnaires, vient de connaître en quelques jours une véritable tempête boursière avec une action qui a perdu en un temps record environ la moitié de sa valeur. Pardonnez-moi, mais je ne verserai pas la plus petite larme pour les dirigeants et pour les actionnaires pris dans cette tempête. En revanche, il importe que le législateur légifère le plus vite possible pour que de tels scandales soient évités et que la justice passe si elle doit passer. Indépendamment du groupe Orpea, chacun d'entre nous pourrait hélas citer des faits de maltraitance concernant des personnes âgées de son entourage. Je n'en citerai qu'un, vérifié et invraisemblable. Une personne âgée, en bonne forme, rejoint une maison de retraite soi-disant réputée. Quelques semaines plus tard, la famille décide de retirer cette personne de la maison en question. Les repas consistaient en 2 ou 3 pommes de terre à moitié cuites et la pensionnaire était en réalité affamée. Cette personne âgée rejoint une autre maison de retraite et indique à un visiteur quelque temps plus tard qu'elle a très mal en haut de la cuisse, qu'elle a prévenu les infirmières mais que rien n'a été entrepris pour la soigner. En fait, cette personne âgée s'était cassé le col du fémur et mourra quelques jours plus tard. De tels témoignages sont insupportables. Il est urgentissime que soit entrepris dans les plus brefs délais une refonte générale de notre système d'accueil en maison des personnes âgées qui doivent évidemment bénéficier d'un traitement de la plus haute qualité. Je vous souhaite une très bonne soirée. Étant doté d'une intelligence moyenne, pour ne pas dire un peu faiblarde, j'interroge ma tante Gertrude dès qu'il y a quelque chose que je ne comprends pas. Je l'ai donc appelée hier. Avec la tata, les relations sont claires, je la trouve supérieurement intelligente et elle me trouve bête à manger du foin. J'ai donc appelé ma tata hier soir et lui ai demandé la raison pour laquelle Macronor Merdator imposait le pass vaccinal quand un nombre considérable de pays lève toute restriction concernant la lutte contre le Covid. Et là, j'avoue que tante Gertrude m'a bluffé. Mon petit gars, qu'elle a causé la tantinette, essaye de réfléchir un peu. Omicron s'impose partout et n'est en fait qu'une grippette. Dans quelques semaines, l'épidémie de Covid risque de s'effondrer. Ça, Macronor Merdator peut le comprendre, puisque même dans les écoles primaires, les petits-enfants en parlent entre eux. Dans 4 ou 5 semaines, nous serons à 1 mois de la présidentielle. Et là, Macronor Merdator va apparaître partout, sur tous les écrans, dans tous les journaux, partout, partout, partout. Et il va nous chanter la chanson suivante. Nous étassions en guerre, en guerre, en guerre, en guerre, en guerre, mais j'ai combattu tu avec ardeur en prenassant toutes les bonnes mesures, permettassant de terrationner l'ennemi, le Covid. J'ai donc gagné la guerre, la guerre, la guerre, la guerre, la guerre, la guerre, et je vous annonce donc que je rétablis partout, toujours et en tout lieu, la liberté pour être librement libre. Et donc, je stoppons le pass vaccinal. Vive la République et surtout, vive ma réélection. Et tata Gertrude a rajouté, tu vois mon petit gars, la manœuvre de Merdator est grossière mais elle peut marcher, car les incroyables mensonges proférés par nos gouvernants depuis 2 ans et plus ont complètement lessivé les cerveaux d'un nombre considérable de Français. Et donc, pour beaucoup d'entre eux, la suppression du pass vaccinal montrera que nos gouvernants sont les apôtres, les chantres, les promoteurs de la liberté, liberté chérie. Et comme il reste encore plusieurs semaines pour vacciner, des millions de vaccins vont encore être injectés pour la plus grande gloire financière de tous les acteurs qui tournent autour du vaccin. Et la tata a raccroché.
Comme d'habitude, je me suis dit que tante Gertrude avait toujours un coup d'avance et qu'elle mériterait amplement d'avoir un bureau à l'Élysée, juste à côté de celui de Macron-Berdator. Ça pourrait aider le gamin, mais ça ne serait vraiment pas drôle pour elle, pauvre Gertrude. Je vous souhaite une bonne soirée. Oserais-je donner un conseil avisé à la brillante et si sympathique communauté des téléspectateurs de TV Liberté? Oserais-je ou n'oserais-je pas? Allez, ce soir, j'ose tout. Et voici donc mon conseil avisé. Vous trouveriez un très grand profit à lire les carnets de guerre du grand, de l'immense professeur Didier Raoult. Je viens de terminer le premier tome qui reprend la totalité des analyses faites par Raoult sur le Covid en 2020 et je reconnais que j'ai été époustouflé par ce livre. Pourtant, pour m'époustoufler, il faut se lever de bonne heure et peut-être même ne pas se coucher du tout. Alors, en quoi ce livre est-il époustouflant ? D'abord, il faut une grande dose d'humilité pour que Raoult ait accepté que soit retranscrit mot à mot et sans la moindre correction tout ce qu'il a pu dire en 2020, car il en résulte un livre écrit en un français parfois approximatif, puisqu'oral, mais tellement authentique. Imaginez que l'un d'entre vous ait l'idée aberrante de retranscrire mot à mot mes chroniques bourrées de fautes de français que je vous cause des fois. J'en aurais tellement honte que je m'enfermerais définitivement dans un monastère. Eh bien, Raoult, lui, a accepté cette retranscription et ne s'est même pas enfermé dans un monastère. Ensuite, ce grand professeur démolit avec gourmandise les scientifiques autoproclamés, qui sont à la science ce que les rats d'Hidalgo sont à l'élégance parisienne. Les scientifiques autoproclamés qui ne sont que de stupides scientistes, les politiques arrogants qui ne connaissent rien à rien, les médias nullissimes qui sont d'une vacuité terrifiante, tous sont descendus à la Kalachnikov Raoult dans la joie, dans la bonne humeur et avec bonheur. Un nombre incalculable de pages de son livre démontre de façon implacable que les scientistes de tout poil ne seront jamais des scientifiques. Enfin, Raoult démontre de façon implacable, parce que de façon scientifique, que le traitement du Covid par les autorités politico-médiatico-médicales a été, est actuellement et restera à l'avenir le scandale sanitaire du siècle, traduisant la folie qui a saisi les dites autorités, probablement piquées par la mouche Covid, qui manifestement attaque les neurones, détruit les intelligences, mais peut remplir les poches. Comme il le dit lui-même, toute modestie mise à part, il a été, il est et il restera l'un des plus grands épidémiologistes au monde qui, par seule charité, continuera de discuter avec un ramassis d'incompétents qui, malheureusement, font la pluie et le mauvais temps. En France, cependant, il n'est pas exclu qu'en avril prochain, une tempête réjouissante balaye ce petit monde de nullité. Je vous souhaite une très bonne soirée. Malte, petite île merveilleuse, sa ravissante capitale, ses magnifiques murailles de protection, son climat enchanteur, sa population si sympathique. L'île de Malte fait partie de l'Union européenne. Son choix d'intégrer en 2004 l'Union était-il raisonnable? Pour recevoir des subventions considérables? Sûrement. Pour son indépendance et sa souveraineté, rien n'est moins sûr. Côté avantage, la petite île a pu utiliser les fonds généreusement versés par l'Union européenne pour entreprendre de très importants travaux d'infrastructure, pour rénover sa capitale, pour réhabiliter ses immenses et splendides fortifications, etc., etc., etc. En revanche, côté inconvénient, Malte se croit obligé de se fondre complètement
dans les instances européennes, dans l'idéologie européenne, dans les structures européennes, qui sont souvent des structures de déconstruction. La Bible nous indique qu'Ésaü avait vendu son droit d'aînesse à son frère Jacob pour un plat de lentilles. Malte n'aurait-elle pas vendu son droit à l'indépendance pour un plat bien garni de subventions? La question mérite d'être posée. J'en veux pour preuve que vient d'être élue présidente du Parlement européen une Maltaise, Roberta Metsola. Chose étonnante, cette personnalité emblématique se déclare opposée à l'avortement. Ça, c'est vraiment moche de dire ce genre de choses. Et elle a failli ne pas être élue à cause de sa position sur le sujet. Mais finalement, chose étonnante, elle a été élue à une écrasante majorité. Comment cela a-t-il pu se faire? Que s'est-il donc passé? Eh bien, et c'est là que cette élection pose problème quelque part, je veux dire par rapport à mon vécu, comme disent les bobos du Marais, en pliant des feuilles de chêne pour se faire des cigares écologiques. En fait, Madame Metsola a donné tous les gages possibles et imaginables de respecter intégralement les fondements idéologiques des européistes qui sont à la tête de toutes les instances européennes. Et c'est là que sa position contre l'avortement pose encore problème quelque part, je veux dire, par rapport à mon vécu, comme disent toujours les bobos du Marais, en tirant comme des fous furieux sur leurs cigares pourris remplis de feuilles de chêne pilées. Car comment peut-elle se dire hostile à l'avortement tout en indiquant qu'elle se pliera aux volontés des européistes qui, sur le sujet de l'avortement, veulent désormais en faire un droit fondamental au niveau de l'Union? Comme me le dit souvent tante Gertrude sur certains sujets, c'est oui ou c'est non. Mais ça ne peut être oui et non. Et sur le sujet de l'avortement, c'est oui ou c'est non. Et c'est tout. Sacré tata, va, toujours aussi maline. Ainsi donc, et pour conclure, notre belle et séduisante Roberta devra tout de même nous expliquer clairement ce qu'elle a dans le ciboulot et ce qu'elle compte vraiment faire de son poste important de présidente du Parlement européen. Je vous souhaite une très bonne soirée.